vite un petit peu pour vous, mais comme il y a des gens qui suivent en ligne, je fais une rapide présentation de DataBird et après on va pouvoir commencer. Donc du coup, ravi de vous revoir. Aujourd'hui, on reçoit Simon et du coup, pour les personnes qui sont en ligne, je vous fais une rapide présentation. Donc, qu'est-ce que DataBird? Donc, je passe vite puisqu'on est avec des apprenants qui suivent le cours en présentiel, qui sont juste là. DataBird, on existe depuis 4 ans et en fait, on forme au métier de la data, au global, de la data et de l'IA. Et donc, le but, c'est vraiment de pouvoir donner en fait les clés aux personnes et aux entreprises qui souhaitent en fait optimiser leur productivité, grâce à la data. Et donc, pour ça, on propose plusieurs formations, des formations métiers, des formations de montée en compétences. Et je pourrais vous en dire plus tout à l'heure, ou vous pouvez aller directement sur le site internet, voir le détail. Du coup, nous avons aujourd'hui accompagné plus de 4000 personnes, dont aussi des équipes d'entreprises qui nous font confiance. Et voilà, on a 93% de taux d'employabilité et on a plutôt une très bonne note de 4,9 sur 5. Et je vais m'arrêter là maintenant et je vais surtout vous expliquer concrètement quel va être le plan de la présentation de Simon ce soir. Donc globalement, tu vas te présenter, expliquer un petit peu quel était ton parcours avant DataBird, pourquoi est-ce que tu t'es formé à la data. Maintenant aussi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et concrètement, quel est ton rôle dans les équipes data. Et puis voilà, expliquer un petit peu comment est-ce que ça a pu faciliter ton évolution. Et à la fin, il y aura des questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions pendant l'échange. C'est quand même plus sympa de pouvoir discuter. Et les personnes en ligne, vous pouvez les mettre directement sur le chat. Et voilà, je vais te souhaiter bon talk. Voilà, je te laisse la parole. Et puis bon échange, je reste juste à côté. Ok, merci. Donc voilà, bonjour à tous. Je vais peut-être enlever ça, ça m'embête. On peut autoriser, on s'en fout. Voilà, donc moi j'ai eu un parcours, alors j'ai 5 minutes je crois pour cette représentation-là. J'ai fait mes études à Lille dans une école d'ingénieur, c'est une école de généraliste avec une option en informatique industrielle et je suis sorti en 2004, donc ça fait quand même quelques temps et j'ai fait un parcours d'ingénieur en informatique à la DSI du courrier à la Poste pendant 6-7 ans. Et un peu dans le MIPI, c'est un éditeur de logiciels pour le milieu hospitalier. Et là, j'ai découvert juste le monde des Active Directory, comment faire des masters de Windows XP, Windows 7, et aussi partie serveur. Donc là, j'ai été vraiment sur le système d'information et la base. Après, j'ai eu une autre expérience donc qui s'est fait dans 3 entreprises, mais en fait, il y en a eu vraiment 2 entreprises parce qu'il y a eu un changement de propriétaire sur une. Et c'était dans le monde industriel, où là, je suis arrivé j'ai complètement fait un virage à droite et je suis arrivé en tant qu'automaticien dans une industrie. Donc là, j'ai quitté le monde de ce secteur tertiaire, je suis arrivé dans le secteur secondaire. Et l'automatisme, c'est des capteurs, c'est des vannes, des pompes à commander dans l'industrie, et tout ça, ça génère aussi pas mal de données. Et il y a de la supervision industrielle. Donc au début, j'ai fait beaucoup de programmes d'automatisme. Et après, j'ai eu l'appétence pour la donnée qui a fait que il fallait faire des rapports de production. Et notamment quand il y a eu la guerre de déclencher en Ukraine, il y a eu une cartographie de vapeur, d'énergie d'origine gaz et d'origine électrique qu'il fallait faire pour sauvegarder l'entreprise parce que c'était la guerre, quoi. Et là, ça faisait 10 ans que j'étais dans l'entreprise, donc je maîtrisais beaucoup les données à ce moment-là, mais j'ai appris sur le tas. En fait, j'ai pas eu de formation. Et c'est là où est né justement le fait de faire un break. Et j'ai utilisé mon CPF ou mon DIF, je ne sais plus comment on appelle ça aujourd'hui. Voilà. Et j'ai intégré en cours du soir DataBird parce que je voulais retrouver aussi du travail à ce moment-là en même temps, me donner la possibilité de retrouver du travail à ce moment-là.
Et j'ai pu me former correctement du coup, à gérer des données avec SQL Server, rentrer dans Python. Python, c'est clair que moi, c'était vraiment un langage que j'utilisais beaucoup, PowerShell. Et Python, je voyais que ça allait être le langage qui devient un standard dans les entreprises et qui est vraiment assez puissant. Et maîtriser un peu plus les logiciels de data viz comme Power BI qu'on a. Donc voilà, c'était un peu le cheminement vers cette formation-là. Et j'ai intégré aujourd'hui Hydrostadium, qui est une filiale d'EDF et qui s'occupe des petits aménagements hydrauliques. En fait, à EDF, il y a une branche nucléaire, il y a la branche solaire, il y a la branche, éolien, et il y a aussi la branche hydraulique, où il y a la grande hydraulique qui est gérée par EDF, mais les petits barrages, il y a plein de petits barrages en France, et nous, on gère la maintenance, le MCO, le maintien en condition opérationnelle de ça. Et c'est les petits aménagements, donc ça peut être des fils de l'eau, ça peut être des marées motrices, ça peut être des retenues avec des lacs et tout ça. Et voilà. Donc en fait, c'est 200 petites usines qui sont chaque jour surveillées par nos systèmes. Donc là, j'ai deux casquette. En fait, j'ai une casquette pour surveiller la donnée et l'exploiter, et j'ai une autre casquette pour en fait améliorer le logiciel d'hypervision. Je vais peut-être venir sur. Bon, alors, ouais, je vais revenir là, justement là-dessus. Donc là, voilà. C'est vrai que j'ai commenté un peu cette slide-là sans la présenter. Et il faut savoir que Hydrostadium, c'est un peu une start-up. Parce qu'à l'origine, cette entreprise-là, elle s'est occupée pour faire des stades d'eau vive. Donc, tout ce qui est à Pékin, à Athènes et tout ça, cette boîte-là, elle a créé les stades d'eau vive là où il y a le canoë, kayak et tout ça. Et comment dire, il y a eu des compétences qui ont été développées dans cette boîte-là, très techniques, et EDF cherchait à trouver une entreprise pour gérer l'aspect maintenance de ces barrages, des petits aménagements. Et on s'est consolidé petit à petit comme équipe. Mais du coup, les référentiels, il faut les reconstituer. Enfin, quand vous arriverez dans une entreprise, la première guerre que vous allez mener, c'est OK, ils sont où les référentiels pour consolider les données? Parce que les données, elles arrivent, mais derrière, il faut les croiser, il faut les corréler. Et si les référentiels, ils sont mal nomenclaturés et tout ça, ça va être une galère. Donc il faut savoir des fois, voilà, se poser, faire l'inventaire, comment rectifier le tir et pouvoir faire des choses après propre. Mais c'est vraiment la question des référentiels, elle est essentielle en données. Et je suis tout seul. Donc, pour gérer la donnée. Avant, il y avait une entreprise extérieure qui s'occupait qui était chargée de ça. Et les budgets, c'est un peu la guerre chez EDF. Et des fois, c'est un peu réduit. Et puis, il faut faire avec, quoi. Donc, Hydrostadium, c'est combien de personnes en tout? Sur la France, c'est environ 200 personnes. Il y a une entité à Annecy, une entité à Toulouse, une entité à Limoges, une entité à Clermont, à Nice. Ça, c'est la dernière. Et c'est des petites personnes. Oui. Et on est le service aide, c'est le service qui s'occupe de la MCO. Là, on est une trentaine de personnes sur la France. Donc il y a des automaticiens, et principalement des automaticiens, et puis des gens en informatique industrielle.
Alors là, voilà, c'est un schéma, donc je ne sais pas si c'est assez lisible pour ceux qui sont à distance et puis ceux au fond de la salle. C'est bon? Donc voilà, mon job, en gros, c'est de garantir un peu la transformation de la donnée. Je n'ai pas représenté, alors je vais vous le lire parce que c'est vrai que même ici, là, c'est flou. Je sais pas s'il m'entend aussi avec le micro. Ah oui, mais le micro, il faut que je parle dans le micro, je suis désolé. Je y allais avec la flèche. Là, il y a les automates. C'est les petits sites. Donc, il y a un site j'ai représenté les sites de 1 à N. Donc, il y a plein de barrages. Il y en a 200, en fait, à gérer. L'objectif des barrages, c'est de transformer l'énergie de l'eau en énergie électrique. Hein. Dans chaque barrage, il y a des automates qui remontent des données à des ordinateurs, tout simplement. C'est assez particulier, hein. C'est vrai que c'est la donnée des fois dans les banques et tout ça, c'est un serveur et tout ça, donc c'est assez particulier. Et ces postes de travail, ils remontent de la donnée qui a été sélectionnée dans une base de données qui est centralisée. Tous les jours, il y a environ en données analogiques, donc c'est des mesures, hein, des températures, des vitesses de pompe, la puissance à les livrer, tous ces trucs-là, ça rentre, et c'est quand même 23 millions de lignes qui rentrent chaque jour. Ah ouais. Donc ça génère beaucoup, beaucoup de données. Et des fois, on peut pas toutes les rentrées. Du coup, on a inventé, on a fait un filtre, un système de bande morte. C'est si la donnée elle bouge pas trop, on l'enregistre pas, parce que sinon, on explose la taille de la base. Et il y a l'hyperviseur. L'hyperviseur, c'est un logiciel c'est une interface homme-machine avec les automates qui permet à l'opérateur de gérer un barrage. Donc, un barrage, c'est des équipements. Donc, il y a une vanne qui va être ouverte, il y a l'eau qui va couler, il y a une pompe qui va amener le reste il y a la turbine qui va tourner, et puis il y a les vannes de sortie qui. Donc, c'est l'activité humaine versus l'activité naturelle, on va dire, captée différemment. Dans la première, toutes les données liées à l'eau, les débits, etc. Ouais. Et dans l'autre, c'est l'intervention de vanne, je ferme, j'ouvre. Exactement. Oui. Il y a les données analogiques qui sont à des capteurs qui mesurent ça, et après il y a les actions des opérateurs où il y a des capteurs, une pompe démarrée, une pompe sortie, et ça c'est tracé. Et on a le superviseur qui remonte aussi des données. Alors, ça, c'est pas un truc que j'avais appris ici à DataBurn et que j'ai découvert en m'y intégrant. Hein. C'est SSIS. Donc, ça permet de faire des packages, hein, de transformation de données. Et le processus, alors là, j'ai mis un ELT, Extract, Load and Transform, mais en vérité, c'est un ETLT. Parce que j'extrais, on transforme, on load et on charge. Enfin, il y a déjà un travail de transformation ici avant de charger, en gros. Donc, des fois, on peut avoir des choses hybrides. Il ne faut pas être trop dans la conceptualisation, mais il faut quand même maîtriser ce qu'on fait. Et derrière, la donnée, elle est plus ou moins structurée ici. Le data warehouse, il était là. Et du coup, la donnée, après, elle va dans de la supervision industrielle. Elle repart dans le logiciel pour des courbes. On va aussi dans des rapports de Power BI. Et il y a aussi, je découvre de plus en plus, et les produits Microsoft, ils n'arrêtent pas d'évoluer. C'est sans arrêt une adaptation à faire, même pour Power BI avec le monde d'Azure et tout ça, on a du mal à tout suivre. Et ça permet, pour Automate, ça permet de générer des alertes de façon automatique. Ça automatise en fait des actions qu'on fait avec les produits de Microsoft.
Et il y a la donnée aussi qui va dans le data warehouse, dans le monde qui est géré par EDF, et la grande hydraulique. Et c'est avec un outil que je connaissais, qui était PI Vision. C'est un outil vraiment pour le monde industriel, c'est PI Aveva. Donc c'est un bel outil, hein. C'est la Rolls-Royce de la gestion de données dans l'industrie. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà là, sur ce principe-là. Donc, en amont, c'est un data lake. Et après l'ERP, c'est des warehouses, c'est ça? Ouais. Ouais. Dans le warehouse, c'est quoi? C'est 10% du lac qui se retrouve dedans? Ou c'est pas? Il y a vraiment. Alors, oui, là, récemment, par exemple, là, les données analogiques, elles étaient chargées tout le temps. Sauf que je me suis aperçu qu'il y avait un marqueur de qualité sur la donnée, parce qu'en fait, c'est des liens OPC entre l'automate et la supervision. Donc, c'est des trams, c'est un protocole de trame. Et il y a une qualité là-dessus. Et en fait, des fois, la qualité, elle est mauvaise. Et dans ces cas-là, il ne faut pas prendre la donnée. Il ne faut pas la considérer. Et j'ai rajouté ce filtre-là parce que sur les 23 millions, il y en avait 80 000 chaque jour qui étaient pas à prendre en compte. Donc, c'est un boulot qu'il faut faire. Donc, il faut filtrer là-dedans. Et après, derrière, toutes les données qui ont été envoyées, qui étaient dégueulasses, il faut aller les nettoyer. Donc, il y a ce genre de choses à faire aussi. Et ça, ça prend du temps. Et puis, il faut surtout bien maîtriser ce qu'on fait parce qu'il ne suffit pas de supprimer. Bon, allez, je vais tester cette requête-là. Oh putain, je suis supprimé. Enfin, voilà quoi. Et ici, la data warehouse, là, on est, par exemple, là, on a un historique à une année sur les données brutes et les données stats. Et là, on maîtrise sur 5 ans. C'est assez court, mais en fait, on ne peut pas plus parce que on gère trop de choses, quoi. Donc, je sais pas si. Donc, alors, oui, pour les. Ça ferait votre responsabilité? C'est des questions plutôt dans le juridique qui dictent la durée de préservation des données? Alors, ça, c'est une bonne question, mais je ne sais pas y répondre. Mais c'est possible qu'il y ait une demande parce qu'il s'est archivé aussi pour 10 ans. Enfin, il y a des sauvegardes et c'est pas impossible que pour des raisons, parce qu'on travaille beaucoup quand même avec l'aide réelle, donc des institutions françaises où ils veulent savoir quel débit a été dans tel affluent pour qui va dans la Garonne, parce que il y a une responsabilité chez EDF, hein. Notamment pendant les crues, de pas trop charger les fleuves en aval et puis d'inonder des endroits, quoi. Et effectivement, les institutions peuvent nous demander des comptes, quoi. Donc là, par exemple, avec les rapports Power BI, on en a fait un qui est pas trop mal. C'est on surveille les pertes de liaison entre les sites. Donc, c'est des tests de ping et tout ça qu'on récupère et on sait à quel moment on a eu une perte de liaison de type, de type cellulaire, de type ADSL ou de type satellite aussi. Donc, c'est des choses qui aident l'exploitation. Depuis peu, on me demande des rapports pour faire, parce que il y a il y a des profils en génie civil qui font qu'ils construisent des passes à poissons, par exemple. Donc, on a un barrage. L'objectif aussi d'un barrage, comment dire, EDF doit aussi s'assurer que le poisson peut remonter au-delà du barrage. Donc, on fait des passes à poissons. Et pour bien conceptualiser ces choses-là, il faut faire des études. Et puis, les études, elles doivent se baser sur des données. Et ça, on sort ces données-là pour les ingénieurs qui font des choses, quoi.
Donc ça, c'est le cas classique que vous aurez dans des entreprises. Voilà, il y a de la donnée, faut la transformer, il faut la charger, et après, il faut la restituer sur de la data vise, il faut utiliser d'autres produits. Enfin, ça, c'est vraiment très commun. Euh, il y a une particularité, et moi, je vous invite, vous avez sûrement d'autres expériences dans votre vie, à développer vos autres compétences. Moi, la particularité que j'ai avec cette entreprise, c'est que je suis automaticien, j'ai été automaticien et je gère des logiciels de supervision. Et là, j'ai fait vraiment un gros gap avec cette entreprise-là de performance. C'est que le logiciel sur lequel, c'est un logiciel français hein, qui fait de l'hypervision, il a plus de 27 000 fichiers XML en fait, c'est un logiciel de orienté, c'est des objets qui sont conçus et c'est des objets qui sont retranscrits dans des fichiers XML. Et la cadence de déploiement des sites, ça a été hyper important. Et du coup, ils ont eu du mal à structurer les objets. Et au début, c'était des objets dans tous les sens. Et là, l'objectif, c'est de rationaliser, de re-homogénéiser les objets. Mais par contre, il fallait en faire un inventaire. Et ça, du coup, c'est là où j'ai utilisé Python avec un collègue qui est parti de l'équipe, mais qui était une star de Python. Donc, j'ai bien pris de l'expérience avec cette personne-là. Et voilà, l'objectif, ça a été de sniffer les 27 000 fichiers XML et de générer de la donnée avec ça et de maîtriser quel objet était utilisé dans tel barrage, est-ce qu'il est utilisé partout. Et du coup, là, on a une cartographie pour savoir où travailler et comment intervenir. Et j'en profite parce que j'ai une question en ligne où tu parlais de compétences. Oui. Tu disais qu'il fallait développer d'autres compétences et il y a une question sur les soft skills. Donc, il faut développer lesquelles lesquelles Quelles soft skills, ouais. Après, il faut pas arrêter, je veux dire, les compétences d'avant. C'est-à-dire que là, c'était un logiciel de supervision, donc il fallait faire encore du VB, enfin du VB script, quoi. Et il fallait, c'est des compétences très particulières, mais ça dépend de chaque personne. Et après, c'est vrai que l'informatique, on a beaucoup de langages, du PowerShell et tout ça, on s'y perd. Et franchement, là, ce que m'a apporté aussi DataBird, c'est de l'accoutumance avec l'IA. Et maintenant, ChatGPT, moi, je l'utilise au quotidien. Non, mais Et quand j'ai épuisé les jetons, je passe sur Copilote. Hein. Mais voilà, c'est vrai que. Mais j'en ai parlé à Aurélie, il y a aussi. Alors, il faut peut-être pas trop s'enfermer chez les Américains, mais il y a la France, ils vont développer Albert, et qui va être plus. Donc le nom, ouais, il est moins vendeur, mais. Et voilà, l'IA, il faut y mettre son nez, et c'est clair que c'est un super outil, quoi. Et oui, alors ouais, il y a aussi j'ai développé d'autres choses. C'est que en fait, dans le logiciel de supervision, on m'a demandé d'améliorer un composant parce que en fait, il chargeait trop la CPU du serveur. Et vous voyez, enfin, il y a quand même 200 barrages qu'on gère, et puis il y a de la donnée qui vient, et puis il y a un serveur qui doit gérer ça. Il y a des moments où il ne peut plus suivre, et puis du coup, il n'y a plus personne qui peut actionner une vanne et tout ça. Et là, ça devient dangereux. Et l'entreprise qui vend le logiciel nous a dit, voilà, il y a un analyseur de performance sous Windows, et il faut sniffer tous les processus. Donc on a fait ça, et on s'est aperçu que il y avait des choses à améliorer,
Et en fait, j'ai mis en place, du coup, avec des données qui viennent de cet analyseur de performance, des saisies des saisies d'événements que j'ai fait. Voilà, j'ai fait telle action à tel moment. Enfin, c'était un outil très simple, mais au moins ça me montrait l'efficacité euh, qu'on a faite en développant le nouveau composant. Donc, vraiment, la donnée, il faut savoir aller la chercher et savoir l'utiliser. Il faut écouter dans les équipes, tiens, est-ce que je ne devrais pas développer ça? Il faut pas s'arrêter en fait voilà, j'ai les données financières, j'ai les données, je sais pas quoi, des personnes qui travaillent, clac, allez hop, je fais ça. Non, en fait, il y a de la donnée partout et il y a des besoins partout. Et ça, c'est des choses qu'il faut savoir développer. Il faut être un peu de product owner. Je sais pas si ça vous parle dans les processus type Scrum, il faut vraiment. Alors ça, c'est très important. Dans les entreprises, surtout les industries, il y a beaucoup, la culture de la sécurité, elle est très développée. Ils rabâchent et tout ça parce que security first et tout ça. Eh ben, votre bataille aussi, ça va être de développer la culture de la donnée. Et ça, c'est vrai que DataBird, ils sont incités là-dessus, et moi j'assiste aussi. C'est que en fait, les DRH, les PDG, ils sont à l'ouest. Il y en a, ils savent pas du tout les profils. Et j'ai fait une présentation, j'ai eu le droit parce que j'ai demandé des jours hommes pour travailler en plus, parce que la base de données, il faut faire la MCO là-dessus. Et la personne, elle ne voulait pas délivrer du budget supplémentaire, et j'ai eu le droit quand même. C'est la pire présentation d'Hydrostalium que j'ai eue quand j'ai montré les jours qu'il fallait financer. Bon, c'était pas plaisant sur l'instant, mais en fait, ça va être un combat. Ça va être un combat à chaque fois. C'est de vendre un peu votre poste et surtout vous vous entourez, parce que là, aujourd'hui, moi, je suis tout seul, mais c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Des fois, je supprime de la donnée, mais il y a personne qui me contrôle pour savoir si j'ai bien fait mon boulot, quoi. Donc c'est ce que j'ai essayé de leur expliquer. Je leur ai dit, il faut peut-être un DPO à ce moment-là, il faut peut-être, je sais pas, un data steward, et les profils qui sont vraiment essentiels déjà aujourd'hui, c'est data ingénieur, data analyst et data scientist. Et aujourd'hui, moi, je zone un peu entre data ingénieur et data analyst. Et ce jargon-là, il faut le partager aussi. Il y en a, ils savent pas ils savent pas de quoi on parle. Et ça, c'est vraiment un combat qu'il faut mener. Et l'autre combat, c'est aussi de définir les workflows. Mais les workflows tout simples. Comment la donnée elle arrive, est-ce qu'elle elle arrive bien, elle est pas. Comment des fois elle arrive et elle a été mal structurée à un moment donné, tu vas voir la personne qui l'a générée et lui dire écoute, il y a des nomenclatures et tout ça, il faut vraiment faire attention, et puis après s'assurer que elle a compris, et que derrière, parce que derrière c'est bénéfique à tout le monde, et en plus, surtout à la personne qui la génère en général. Donc ça, c'est vraiment, il faut faire les workflows, il faut les workflows simples, l'ajout, la modification, la suppression de la donnée, et puis comment l'exploiter, à qui va la gérer, et voilà quoi. Je sais pas si j'ai d'autres. Ouais, non, c'était la dernière slide. Je sais pas si je suis dans le timing. Oui, est-ce que tu peux peut-être continuer, si tu passes à la slide suivante, et expliquer justement en quoi la data a pu t'aider à évoluer professionnellement? Je peux poser juste une petite question. Oui. Donc, tu as montré la valeur que tu crées dans cette entreprise. J'essaye. Dans tous les cas, l'importance de la donnée par rapport aux problématiques de l'entreprise a l'air assez évidente. Pourquoi tu es seul? Pourquoi il y a si peu d'argent? C'est le système d'EDF. Une aussi grosse entreprise avec des enjeux aussi énormes, nous évidemment, sous
ce qui se passe après. Bien sûr. Donc, soit j'imagine des petites entreprises innovantes qui ont besoin de data, qui sont plus agiles, etc. Mais dans le cadre de ces mastodontes français, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de budget data? Parce que on est une petite filiale. Donc, EDF a filialisé beaucoup de choses. Et ces petites structures, ils sont un peu esselés. Il y a des entreprises chez EDF, il y a d'autres entités, une à Grenoble, le CIH, et il y a aussi, il y a des collègues aussi dont j'ai connu l'identité, mais j'ai voulu les rencontrer, et mon chef, il m'a dit, non, va pas à Paris, t'as pas le droit. Là, c'est un peu vieux. Mais ça, c'est clair qu'il faut savoir, il y a des structures, il y a de l'argent, mais il reste de la cohésion entre les différentes structures. Et c'est vrai que moi-même, je suis étonné du peu d'argent de la petite structure qu'on ait pour ça, quoi. Et c'est la bataille. Pardon, j'ai coupé le lancement de l'étape d'après. Non, mais c'était juste pour dire si tu as d'autres éléments à partager sur comment la data t'a aidé à évoluer. Parce qu'au tout début, tu avais déjà ton poste d'ingénieur. Oui. Aujourd'hui, tu as pris de nouvelles missions. Concrètement, comment ça s'est passé En fait, ça m'a aidé, la formation chez DataBird, là, ça m'a surtout permis de me poser et puis d'apprendre vraiment, de repartir de la théorie avant d'aller vers la pratique. Et ça, c'est clair que c'est bien des fois de se poser dans la vie et de mettre de côté les responsabilités du quotidien qui font que on n'a pas le temps d'avancer. Et ça, c'est clairement, oui, ça donne de l'assurance. Oui. Par rapport à ton parcours, tu avais déjà un pied dans l'IT parce que tu étais quand même un ingénieur informatique. Oui. Donc, quels sont tes conseils pour quelqu'un qui ne vient pas de l'IT, qui est en train de faire une seule conversion vers la data et qu'il n'y a pas forcément ce background technique pour monter en compétence? Après, de quel secteur d'activité tu es à peu près, quel profil tu as, toi, par exemple? Moi, j'ai fait de l'audit IT, oui. Mais c'était plutôt fonctionnel. Moi, je ne touchais pas vraiment à tout ce qui était engineering en IT. D'accord. C'était plus côté fonctionnel. D'accord. Donc, certes, je comprends certains concepts, mais je n'ai jamais touché à tout ça. Oui. Ok. Je sais pas, moi. Non, mais si t'es pas à l'aise avec du codage et tout ça, en fait, il faut pas faire une confiance aveugle quand même aux IA, et là-dessus. Et il faut y aller petit à petit. Mais l'IT, moi, ça me donne des notions comme, comment dire, tiens, j'ai des points de blocage, ça peut être de la cybersécurité qui me bloque. Je sens des choses peut-être plus que quelqu'un qui ne vient pas du technique. Mais si tu as les concepts et tout ça, pour moi, ça va pas te gêner. Après, ça dépend du périmètre. Toi, tu fais depuis le serveur jusqu'au utilisateur. Oui. Tout le monde n'a pas forcément une fonction à 360. Il y en a qui sont des analystes, qui sont peut-être connaître le contexte du business, etc. Et oui. Connaître le métier, c'est une sacrée avancée. Hein. Moi, c'est ce qui me fait défaut un peu aujourd'hui. Hein. On me demande de sortir des rapports, mais je leur dis, expliquez-moi votre métier, parce que c'est ce qu'on apprend dans la formation. Hein. Quand on fait un rapport Power BI, faut savoir l'histoire.
Il faut savoir l'histoire qu'on vous racontait avec ce rapport-là. Et c'est vrai, quel est l'objectif, quoi. Parce que là, il y en a, ils me demandent, allez, on va faire quelque chose. Donc, on va prendre des données spécifiques des specs détaillés des turbines, des stateurs, enfin de tous les équipements. Je vais leur donner aussi, j'ai récupéré les données qui arrivent de tous les capteurs. Et il me dit, donne-nous les données, on va réfléchir à comment les exploiter. Je fais, ouais, je vous les donne, mais c'est quoi votre objectif? C'est quoi votre objectif? Et je me méfie des ingénieurs dont je suis, qui inventent des usines à gaz et en oubliant l'objectif, quoi. Il faut rester le plus simple possible. Il faut rester le plus simple aussi. J'ai repris des rapports, mais enfin, je vous les montrerai pas parce que je peux pas tout partager. Mais les liens de base, je me suis reculé, j'ai fait à celui qui m'avait missionné. J'ai dit, mais c'est qui ce malade qui a fait ça? On voyait plus rien. Il y avait des relations de 1 à N, de étoile à étoile. Donc, étoile à étoile, vous avez vu que il fallait surtout transformer pour que ça soit correct. Mais il y en avait de partout. Moi, je dis, et j'ai présenté ça au client, EDF, c'est notre client. Je dis, mais moi, je peux pas maintenir ça dans ces conditions-là, et je vous le partage, quoi. Et donc, non, de toute façon, vous allez arriver dans des entreprises, il y aura un état des lieux, et, il faudra se poser et dire, allez, moi, je fais l'état des lieux, et puis, ok, hein, j'y vais, mais dans ces conditions-là, parce que sinon, Mais les référentiels, c'est vraiment quelque chose que vous devez poser. Oui. Est-ce que tu as un secteur d'activité à conseiller pour une personne qui est en reconversion professionnelle, justement? Parce que du coup, moi, c'est vrai que je ne vois pas travailler dans un secteur d'activité comme le tien. Ouais. J'ai pas un background en ingénierie ni en IT. Donc, pour une personne en reconversion professionnelle, est-ce qu'il y a un secteur d'activité auquel on aurait peut-être plus de chances de compréhension ou d'adaptation? Je dirais, je sais pas, les mondes bancaires, le monde des assurances. Enfin, après, oui, non, il faut pas aller dans des trucs trop, comment dire, particuliers, quoi. Donc c'est vrai que, ouais. Il y a tout ce qui est marketing, e-commerce, etc. Il y a des grands besoins d'analyse de données, en fait, puisque dès qu'il y a du trafic sur le site internet, analyse de vente, etc., il y a toujours une forte demande. Et puis, du coup, dépendant si tu as déjà des appétences ou autres, c'est quand même plus simple, parce que si tu as des connaissances déjà métier ou un peu dans le domaine, de t'adapter et d'apporter tes connaissances après data. Ok. C'est vrai que moi j'avais appris un truc chez DataBird, c'est le web scrapping, là, le truc. C'était très intéressant, mais en fait, aujourd'hui, moi j'en ai pas l'utilité du tout, quoi. Mais j'aurais aimé développer ce genre de choses, hein. C'est vrai que ça avait l'air d'être assez sympa. Mais peut-être que je le ferai pour les données, par exemple, de la météo. Mine de rien, quand il y a eu les 700 mm qui sont tombés dans la Loire il y a 3-4 mois, ça a eu un impact énorme. Nous, c'était alerte générale, hein. On ne touche pas à l'hyperviseur. Faut que l'exploitant il puisse gérer toutes ces vannes et tout ça, parce que sinon, ça va être le bordel, quoi. Mais derrière, ça aurait été intéressant de voir des choses, peut-être. Et c'est peut-être les données de Météo France qui corrigent. Est-ce que vous avez d'autres questions de rien, bonne soirée. Tout à l'heure, tu parlais de rapports que tu as pu voir justement après ta formation sur lequel tu devais travailler, que tu étais surpris par les usines à gaz justement qu'elle était. Oui. Est-ce que suite à ta formation, justement, tu t'es un peu reconnu sur le toi d'avant DataBird, sur des choses en te disant j'aurais pu produire des choses comme ça, mais aujourd'hui, suite à ma formation, je sais que je peux
faire autrement et plus simple, plus efficace, plus performant? Ou pas du tout? Avant la formation, j'aurais même pas fait ça. Parce que c'était, ça, enfin, je sais pas pourquoi il a fait ça encore aujourd'hui. Mais la formation, ça m'a aidé clairement à dire, de voir où il fallait nettoyer un peu et puis assainir les choses. Rien que la relation de 1 à n, cette règle-là, il ne peut pas avoir de étoile à étoile. Avant la formation, c'était pas une règle d'or que je voyais qu'il fallait suivre. Oui, ça t'a donné tout de suite une vision très claire de Oui. comment il fallait procéder. Oui. Oui, de rien. Non, c'est... Et puis même des petites conneries, des genres, je dois faire des saisonnalités, par exemple, sur Power BI, et les données, il faut les faire du lundi au dimanche, ou par des mois, mais en faisant un ordre chronologique. C'est pas intuitif avec Power BI. Et ça, c'est vrai que c'est dans les formations qu'on apprend ce genre de choses, mais qu'on peut retrouver. Et dans les formations aussi, à chaque fois, des fois, on peut être déçu de la session qu'on vient de faire. Ça, j'aurais pu le faire sur Internet moi-même et tout ça. Mais mine de rien, c'est le fait d'être en groupe, de mélanger, de se poser, de confronter des idées, on développe mieux, quoi. Moi, je regrette pas du tout, hein. C'est là-dessus, hein. J'ai deux questions, enfin une question en ligne, en attendant si vous n'en avez pas d'autres. J'ai Sonia qui aimerait savoir comment est-ce que sont transmises les données des barrages vers ton service pour ensuite pouvoir les analyser. Alors, les données, c'est des serveurs, c'est des automates qui font office de serveurs OPC. Donc, OPC, c'est un protocole de communication, hein, comme on a TCP/IP ou des trucs comme ça qui sont connus, et qui communiquent vers des superviseurs. Donc, c'est des postes Windows tout bêtes, hein. Et derrière, ceux-là, c'est eux qui remontent à la base de données. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur place ou pas? Très bien. Et du coup, on vous propose d'arrêter là. Merci beaucoup, Simon. De rien. Merci à vous. Voilà, il y a un... Et puis, du coup, juste pour les personnes en ligne, vous êtes en quoi? En formation? Des analystes et puis d'autres qui font Ouais. Ah oui, ça c'est un peu nouveau, je crois. Ouais. C'est bien de maîtriser les deux, hein. D'être un peu à cheval. Enfin, ça dépend aussi des appétences, mais ouais. En fait, même si on le fera pas, c'est de comprendre comment ne pas se faire arnaquer ou comment. Parce que il faut vraiment nettoyer la donnée. Il vaut mieux la nettoyer à la base avant d'être collectée, parce que sinon, si on transforme, après, derrière, ça fait plein de choses dans tous les sens. De rien. Bon courage. Merci. J'arrête le. Merci, bonne soirée. Ouais, merci, bon courage. Merci. Ouais.